résumer les plus petits lifts pour monter crescendo vers les main lifts, à savoir dips et traction. Oui, il y a eu un petit changement capillaire, mais on n'est pas là pour parler de ça. On va tout de suite commencer avec des rotations cubaines. Et les rotations cubaines, j'avoue qu'en vrai, cette variante, elle commence vraiment à me plaire. Donc, je parle évidemment de la variante avec une haltère plutôt que avec la poulie. En vrai, je trouve ça beaucoup plus fun à faire. Donc, j'ai plus d'adhésion. Donc, c'est plus projectif. En premier set, 6 kg x 15. Donc là, on est quasiment sur un x2 par rapport à l'ancien nombre de reps à 6 kg. Et du coup, en fait, j'ai fait qu'une seule série de rotation cubaine et après j'ai fait une série de reverse rotation cubaine. Donc vous voyez les rotations cubaines où je vais vers l'arrière mais du coup avec support pour travailler un angle totalement différent de mon épaule. Avec 4 kg j'ai fait 17 répétitions, ce qui est pas mal. Par contre, en vrai, j'ai un peu peur de mettre plus lourd parce que sincèrement, c'est un exo qui est très demandant et je sais que au plus je vais mettre lourd, au plus je vais avoir de mobilité. Donc au plus il va falloir que je fasse attention et il va falloir surtout que j'ai beaucoup de contrôle dans mes reps. Mais enfin, ça, je l'ai fait en superset avec des extensions mollets. Alors pourquoi est-ce que je fais mes mollets dans le upper? Tout simplement parce que, voyez-vous, j'aimerais avoir des énormes mollets bien juteux. J'ai jamais véritablement travaillé mes mollets. D'un coup, en vrai, je me suis dit, vas-y, pourquoi pas avoir des gros mollets. Il n'y a pas vraiment de raison autre. Du coup, je les travaille 4 fois par semaine en ce moment. J'ai une grosse fréquence. Les perfs montent monstrueusement bien à chaque séance. J'ai aucun problème de récupération. Donc pour l'instant, je trouve ça très optimal. Et je me demande même si je devrais pas le faire sur des muscles type avant-bras ou lorsque je travaillerai le cou. Je sais que mes avant-bras récupèrent extrêmement vite. Donc ça pourrait être une piste pour améliorer de manière plus rapide mon grip. Toujours est-il qu'avec 120 kg, j'ai fait 12 répétitions. Donc un pair plus 10 kg. 10 kg sur une perf qui datait d'il y a 2 jours, c'est monstrueux. Ensuite, on a un pair plus 30 kg et plus de reps en faisant passer un 60 kg x 13 à un 90 kg x 15. J'utilise déjà un rest pause dans mes sets plutôt longs parce qu'en fait, je tolère très peu la brûlure de mes mollets. Du coup, elle m'handicape dès que je dépasse en gros 10 reps. Donc, inclus un rest pause dès que ça commence à vraiment trop brûler pour pouvoir quand même aller chercher des répétitions derrière. Donc, je fais un rest pause de 10 secondes, tu vois, je compte 10 secondes dans ma tête et ensuite je retourne sous la machine. Ça me permet de faire comme par exemple un leg extension où une fois que j'ai enchaîné 15 reps et que ça commence à brûler, je fais une petite pause, j'attends que la brûlure elle diminue un petit peu pour pouvoir faire plus de répétitions. Ensuite, on a directement pas une de mes découvertes parce que je connaissais déjà l'exo, mais un des patterns dans les exos qui est une découverte, les élévations latérales. C'est un sacré banger l'exo, autant sur sa variante classico que sur sa variante allongée. En première série, je fais toujours un set en dead stop. C'est la façon normale que j'ai de faire mes élévations latérales, c'est-à-dire je fais mon élévation latérale, je marque un temps de pause pour éviter d'accumuler de l'énergie élastique ou de l'élan et je repars. En l'occurrence, avec 8 kg, j'ai fait 22 répétitions pour mon bras le plus fort avec donc cette variante et ensuite je suis passé sur la variante en triché et là j'ai pris 14 kilos pour faire 19 reps. Donc comme vous voyez, il y a une grosse différence entre le dead stop et les répétitions en triché. Deuxième exercice qui lui sont des élévations latérales allongées au sol, ce qui permet donc d'avoir le maximum de la tension par rapport à la gravité du coup quand l'épaule est dans sa position étirée. Du coup encore une fois on a un manque de travail de la position raccourcie des épaules. Pour avoir un muscle fort et des articulations fortes, à mon sens il faut renforcer toutes les amplitudes et ça passe aussi par renforcer la position raccourcie même si on a plus de chances de se blesser sur une position étirée. Sur cette variante démoniaque avec 6 kg, j'ai fait 18 répétitions et après j'ai fait un 4 kg x 23 répétitions. Je pense que faire du high rep sur cet exo, c'est quelque chose que tu fais uniquement quand tu es fou. Voilà, parce qu'en fait, le truc c'est que même pas, ça fait pas si mal aux épaules. Ce qui fait mal, c'est les avant-bras. C'est t'as des fourmis dans les mains, tu sers de full halter pour en plus garder ton bras bien loin, parce que je suis en straight arm, et du coup forcément tu forces, et quand tu commences à grind, t'as beaucoup de temps où t'es obligé de forcer sur ta poigne. Ensuite, le sein GM press. En vrai, je sens que il me faut ma rotation d'exercice, mais en même temps quand je le fais, je suis tellement bien en dessous de la barre, tu vois, je suis tellement bien à la pousser que je suis un peu partagé. Mais enfin du coup, pas de variante avec du contrôle de l'excentrique, pour une raison principale, c'est que en ayant eu un débat plutôt houleux avec la fumée, faire un travail de retien de l'excentrique, je sais pas si c'est français mais bref, si tu deviens plus fort, tu deviens plus musclé. Donc il n'y a pas d'intérêt à chercher de retenir l'excentrique dans un but d'hypertrophie. Après, parce que les études qui montrent ça en vérité seraient un petit peu biaisées, etc.
Bon, ça, je vais pas revenir dessus, je ne m'y connais absolument pas. Je ne peux pas vous dire si c'est vrai ou non. Toujours est-il que, à mon sens, et après en avoir parlé avec le coach Fonks, le gourou, qui dit toujours la vérité, c'est une variante comme une autre et c'est un outil que vous pouvez utiliser pour progresser. J'en ai parlé avec une autre personne, Théo, si tu passes par là. Coucou. On est tombé plutôt d'accord sur le fait que c'est une variante qui peut permettre notamment de progresser par le fait que tu vas être dans ton groove parfait. Par exemple sur un squat, il était sur une journée assez compliquée pour performer et par conséquent il a repris sa variante avec un gros contrôle de l'excentrique, ce qui lui a permis d'avoir un meilleur groove, tout simplement parce qu'en retenant l'excentrique, du coup vous êtes beaucoup moins aléatoire dans votre trajectoire que sur du touch and go. Le touch and go c'est vraiment aléatoire parce que tout simplement en accumulant de la vélocité, vous allez avoir une marge d'erreur, que ça soit au squat, au développé couché. Si vous retenez votre excentrique, vous allez pouvoir vous mettre plus facilement dans la bonne trajectoire de pousser par la suite. À la différence d'un touch and go, là si la métrique principale qu'on a, c'est d'accumuler le plus de vitesse pour favoriser le rebond. Si jamais on dévie de notre trajectoire, le rebond il va certes nous aider, mais on peut fail le lift tout simplement parce qu'on n'avait plus un bon groove. Donc en termes d'hypertrophie, il n'y aurait pas vraiment de sens de faire ça. Il me semble que Michael Gundil avait dit que votre muscle est un élastique et donc vous avez tout intérêt à vous servir de cette énergie élastique pour favoriser l'hypertrophie de votre muscle. Donc en soi, il y a plein de camps différents. Pour moi, la métrique la plus importante, comme d'habitude, ça va être votre adhésion à l'entraînement. C'est-à-dire que si vous aimez avoir un gros contrôle de l'excentrique, faites un gros contrôle de l'excentrique. Si vous aimez avoir une grosse vélocité, vous servir beaucoup du rebond, utilisez le rebond. Et il n'y a aucun mal à changer, il n'y a aucun mal à faire des variantes différentes. Tout aura un transfert en fait les uns sur les autres. Alors peut-être que le gros contrôle de l'excentrique aura un peu moins de transfert ou alors pas plus ou voilà. Faites juste ce qui vous permet d'avoir le plus d'adhésion avant votre entraînement. Bref, pour revenir à la GM Press et aux performances de la GM Press, on a un petit 30 kg x 20, ça me fait un petit PR plus 2 répétitions et plus 5 kg, ce qui est vraiment pas négligeable, surtout en 4 jours d'entraînement. Ensuite, on a un 20 kg x 33 reps et là pareil, c'est assez banger en sachant que j'ai jamais fait autant de répétitions en GM Press. Et là pareil, le curl incliné, tu vois, je l'adore, j'aime y aller, mais putain ce que j'ai envie de refaire du curl strict, merde. J'ai envie de tester ma force en curl strict contre un mur, tu vois. J'ai vraiment hâte. Toujours est-il que les performances, comme d'habitude, tombées. Premier set, on a un 12,5 kg x 14 reps, donc un plus 500 grammes sur le 14 RM. Et ensuite, sur la variante en double posée, j'ai fait un max de répétitions à 10 kg et là j'ai augmenté de 3 répétitions le maximum de reps que j'avais fait à 10 kg en faisant passer de 11 à 14. Et finalement, max hold de 1 minute à 10 kg. Voilà, donc en soi des bonnes performances, il n'y a pas eu de huge PR, mais en soi on complète des cases, le tableau avance, le tableau se remplit, donc c'est parfait aussi, on peut pas toujours faire des dingueries. Ensuite, on arrive évidemment sur les tractions prises larges. Voilà. Et là on va avoir une nouvelle variante qui va faire son apparition, mais on va en parler en temps voulu. D'abord, évidemment, premier set sur la variante normale, avec un petit PR plus 250 grammes sur le 9 RM, en le faisant passer d'un 13,75 à un 14. On n'est pas sur des énormes PR de fou. Après, il faut aussi prendre en compte le fait que mon PDC a énormément bougé. Je suis passé d'environ 60 kg à, bon là je suis un peu redescendu, mais j'étais à 67 lorsque j'ai fait les performances. Donc tu vois, un plus 7 kg de PDC constitué non pas de muscles, mais majoritairement de gras et de fluides en tout genre, forcément que ça a une influence en fait sur les performances. Donc continuer de PR malgré un PDC plus haut en fat, c'est plutôt pas mal. Évidemment, si vous avez un PDC plus haut qui n'est pas du gras, qui ne sont pas des fluides et qui est majoritairement dû à des muscles, juste évidemment que vous allez devenir plus fort en fait. Le poids n'est pas un facteur limitant sur les mouvements au poids de corps tant que ce poids n'est pas composé de fat. Si vous êtes plus lourd parce que vous êtes plus musclé, vous serez meilleur. Voilà, c'est aussi simple que ça. Les meilleurs athlètes de street workout sont ceux qui pèsent le plus lourd, c'est eux qui déplacent les plus grosses charges et à raison parce que en fait ce sont les plus musclés. Ensuite du coup, j'ai dit qu'on allait avoir l'apparition d'une nouvelle variante et cette variante j'ai eu plutôt du mal à définir si c'était donc une traction en 1 quart ou une traction en 2 quarts. Je suis venu à la conclusion que c'est une traction en 2 quarts tout simplement parce que je peux avoir moins d'ampli. Donc en l'occurrence, pour vous expliquer un petit peu, les tractions en 4 quarts si on veut, c'est ici. Là je peux pas descendre mon coude plus, on n'est pas censé se fier pour l'amplitude d'une traction au menton, ça n'a aucun sens. La personne qui aura un menton de 20 cm, il pourra faire des quarts de rep, je suis au maximum. Donc c'est des tractions 4 quarts. Ensuite, ce que je considère comme des tractions en 3 quarts maintenant et non plus en partiel bas, ce sont mes tractions de street lifting.
C'est-à-dire que tu vois, je suis pas à l'amplitude complète, je tire un peu mon menton et voilà, mon bras est à peu près dans cet angle-là. Et donc c'est une rep valide en compétition. Ensuite, sur mes tractions de quart, moi j'estime que c'est quand je vais être à peu près à la parallèle au sol. Pourquoi? Parce que dès que je suis à la parallèle au sol, bah j'ai parcouru en gros la moitié de l'amplitude, tu vois. Ici on est sur 4 quarts, 2 quarts, 0 quart. Donc c'est plutôt logique. Et ensuite, sur mes tractions 1 quart qui arriveront très certainement dans le futur, ça sera l'amorce plus un léger mouvement, tu vois, un léger mouvement de traction, mais pas assez pour rentrer dans le du 2 quarts. Et maintenant que j'ai expliqué ça, vous savez à quoi correspondent ces tractions en 2 quarts. Une métrique que j'avais pas pris en compte, c'est qu'elles vont être beaucoup plus taxantes côté structure que des tractions en 3 quarts. Toujours pour la simple et bonne raison que forcément, si c'est un mouvement partiel, un mouvement réduit, on peut se lester plus, on peut mettre plus lourd, donc potentiellement mettre plus de stress sur les articulations. Et je m'étais pas beaucoup échauffé, donc en vrai, après avoir fait cette première série de traction de quart, j'ai senti quelques gênes, notamment une gêne au niveau du coude, au niveau du triceps et de son insertion au niveau du coude, et aussi un petit peu, tu vois, je sentais que mes épaules elles étaient un peu rouillées, un peu bizarres. Donc voilà, pendant un certain temps, pour en avoir parlé avec quelqu'un qui a déjà expérimenté avec ce genre de traction, je pense que je vais essayer d'avoir un léger contrôle de l'excentrique, tout simplement pour limiter en fait le fait d'aller avec une grande vélocité et plus de poids dans mes structures passives, tu vois, parce que là en fait du coup juste je faisais ma traction et je me laissais retomber, sauf que du coup il y a plus de poids que d'habitude, ce qui veut dire plus de vélocité dans des structures qui doivent encaisser donc plus d'un coup, et ce qui peut causer donc ces gênes / douleurs, surtout avec un manque d'échauffement. Toujours est-il qu'à 20 kg de lest, j'ai fait 12 répétitions et c'est plutôt vénère. Si on se base sur les tractions en 3 quarts, pour 12 répétitions, je me laisse à 13,5 kg. C'est-à-dire qu'il y a une différence de 6,5 kg entre les deux, ce qui est vraiment pas mal. Et vous voyez, c'est pour ça que je dis qu'il faut faire plutôt attention au niveau des structures. Toujours avec cette variante, en gardant, il me semble, 1 ou 2 RIR, j'ai fait un 10 kg x 17. Alors, j'avais pas pensé du coup à avoir un contrôle excentrique, j'ai préféré juste garder quelques RIR pour diminuer l'intensité du set. Et finalement, j'ai fait donc des tractions 5 CT en haut de la répétition, du coup en traction 4 quarts. Et là, j'ai fait 8 répétitions à 0 kg pour essayer toujours de maximiser en fait la force dans toute l'amplitude de la traction, même si je n'ai pas d'intérêt, si jamais je voulais faire des compétitions, à renforcer cette position haute. Mais comme je vous ai dit, pour moi, être fort, ça veut aussi dire être fort dans tous les angles possibles. Et donc, pour ce qui est des dips, ça bouge assez difficilement. Est-ce que c'est parce que je suis une merde aux dips? Est-ce que c'est à cause de mon poids de corps qui fait n'importe quoi? On saura pas forcément. Toujours est-il que même si ça bouge difficilement, ça continue de bouger. Et aujourd'hui encore, ça a continué de bouger. Déjà en première série, un PR plus 5 kg sur le 8RM en faisant passer de 36,5 à 37,5. Le tableau commence au fur et à mesure du temps à se lisser et ça fait plutôt plaisir. Ensuite, en deuxième série, j'ai été taper un peu plus de reps et j'ai fait mon 20 RM avec 11,25 kg. J'aurais pu faire mieux. Ensuite, sur ma variante en CTG, c'est-à-dire en chest to grass, c'est-à-dire avec le maximum d'amplitude, j'ai fait un 0 kg x 14. Et ça va me permettre de vous parler d'un petit truc. Je pense que c'est pas très c'est pas que c'est pas très intéressant, c'est que ça n'est pas optimal d'avoir en même temps des dips à la parallèle et en même temps des dips en CTG. Je pense qu'il y aurait plus d'intérêt et ça serait mieux d'en fait faire du coup pendant un cycle des dips posés à la parallèle et un cycle des dips en chest to grass. Donc non, à partir du prochain cycle dips, je ferai du coup d'abord un cycle que en chest to grass pour ensuite voir s'il y a eu un transfert sur mes dips à la parallèle, ce qui est très certain en vrai de vrai, hein. Mais voilà, je tenais à vous partager aussi ça parce que c'est quand même un truc important, parce que depuis le début on voit que je fais au sein même de mes dips, en prenant en compte que c'est le même pattern, je fais des CTG et des dips classiques à la parallèle, mais pour autant je pense que c'est pas ce qu'il y a d'optimal pour travailler, pour maximiser la spécificité sur un mouvement. Parce que même si c'est le même pattern, il y a tellement plus d'amplitude donc sur ces dips en chest to grass que il y a quand même des différences de groove, notamment de trajectoire, et je pense que c'est pas très optimal en vérité juste d'avoir les deux en même temps. Et donc ensuite j'ai fait un max hold sur mes dips en CTG du coup, et j'ai tenu 80 secondes du coup au poids de corps, et j'avais pas encore fait 2 holds au poids de corps, donc ça remplit une case, voilà, tranquillement. Et je me suis fini avec un hold haut sans avoir pris de temps de récup, et ça c'est une erreur de ma part, mais du coup j'ai fait un hold haut et donc j'ai tenu 77. C'était au
poids du corps, mais voilà, comme je vous ai dit, en vrai, j'aurais dû prendre plus de temps de repos parce que 77 à 0 kg, ça s'approche beaucoup du 73 à 10 kg, à plus 10 kg, et donc c'est pas très logique. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. C'était Seiki. Ciao.